Les destinations touristiques et thermales présentent Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Bonsoir, et dans la France à découvrir, nous allons plonger avec délice au cœur du thermalisme français. La France est en effet le premier patrimoine hydrothermal européen en nombre de sources, et chaque année, 600 000 curistes se pressent dans les 113 établissements thermaux du pays pour s'immerger dans ce qu'on appelle les eaux bienfaisantes. Au sommaire de cette émission, nous partirons donc à la découverte de ce thermalisme curatif et préventif à travers 4 régions sublimes qui lui servent d'écrin: la Provence, les Vosges, la Charente-Maritime et l'Auvergne. Que voir, que faire à Gréoux-les-Bains, Remiremont, Jonzac et Vichy? La réponse dans la France à découvrir avec les représentants de ces offices de tourisme qui vont ouvrir pour nous spécialement leur carnet d'adresses. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et dans la France à découvrir, nous sommes ce soir avec David Guilbault, directeur de l'office de tourisme de Jonzac, Déborah Recher, directrice de l'office de tourisme de Remiremont-Plombières, Jean-Frédéric Gontier, directeur de l'office de tourisme de Gréoux-les-Bains, et Adrien Souton, c'est ça, directeur adjoint de Vichy Destination, qui va nous rejoindre tout à l'heure, car Claude Eugène Bouvier, délégué général du syndicat professionnel du thermalisme, a pris sa place. Bonjour et bonsoir à tous. Bonjour. David Guilbault, on va commencer avec vous. Alors, vous êtes le directeur de l'office de tourisme de Jonzac. D'ailleurs, il n'y a que des directeurs ce soir. Je suis très impressionné. Quel point commun il y a entre ces 4 stations thermales dont on a parlé? Qu'est-ce qui vous relie tous finalement? Ce qui nous relie tous, c'est d'avoir un patrimoine extrêmement fort qui a été développé au fil des siècles avec l'exploitation d'une eau dont les vertus ont été prouvées depuis plusieurs millénaires à certains endroits. Et autour de ce patrimoine et de cette eau, toute une offre de loisirs et d'activités très diverses est venue également se greffer, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tous des possibilités de séjour longues et très agréables et très diverses. Et ça, dans un milieu plutôt calme et agréable et loin du tohu-bohu quotidien. C'est vrai qu'il y a une sorte de paysage récréatif. Je parlais tout à l'heure d'écrin qui était autour de ces stations thermales. Et c'est le point commun aussi à toutes. C'est vrai qu'on a des environnements, on a beaucoup de chance de pouvoir faire partager ces environnements. Beaucoup de ces stations ont des architectures remarquables. On est plutôt à la campagne ou à la montagne ou en moyenne montagne. Donc on a en général de l'air plutôt pur. Et quand on est en ville, on se retrouve dans des villes qui sont extrêmement jolies et donc vraiment des situations de week-end ou de séjours plus longs, comme pour une cure thermale, qui sont privilégiées. C'est le point commun entre Gréoux, Remiremont, Vichy, la Lavande. Il y a des endroits absolument sublimes à chaque fois. Absolument. On est d'accord. Claude Eugène Bouvier, vous êtes délégué général du syndicat professionnel du thermalisme, le CNET, 113 établissements. Qu'est-ce que la cure thermale? Qu'est-ce qui la différencie de la thalasso pour nos auditeurs? Alors en fait, ce sont des démarches qui sont apparentées, mais en même temps bien distinctes. Et je vois au moins 4 différences essentielles. La première, c'est sur la finalité. La cure thermale est une démarche à visée thérapeutique. La seconde, c'est sur la ressource, c'est-à-dire la matière première qui est utilisée. Dans un cas, le thermalisme, l'eau minérale naturelle, qui a démontré des vertus thérapeutiques. Dans l'autre cas, l'eau de mer et les qualités climatologiques de la station. Troisième point qui les différencie, c'est la prescription. La cure thermale est soumise à une prescription médicale. Elle fait d'ailleurs l'objet d'un double suivi médical, d'une part au niveau de la prescription, et ensuite sur place par le médecin thermal. Au départ et à l'arrivée. Exactement, qui doit délivrer 3 consultations au décours de la cure thermale. Et le 4e point peut-être de distinction entre les deux, c'est le cadre administratif, puisque dans un cas, il y a une prise en charge par l'assurance maladie, sur la base de 65% d'un forfait. Alors que le reste, c'est les mutuelles? Le reste, c'est souvent les mutuelles, au travers du ticket modérateur, en fait. Et on a droit à combien de cures thermales par an? Alors, on a droit à une seule cure thermale, sauf cas exceptionnel qui justifierait, en particulier dans le cas des traitements des séquelles de brûlure, où il est possible de réaliser 2 cures par an. Est-ce qu'il y a différents grands types d'eau dans les cures thermales en France? Salée, chaude? Oui, alors il y a 4 types d'eau essentielles qui sont les eaux sulfatées calciques, souvent magnésiennes, les eaux bicarbonatées, les eaux sulfurées, et puis après les eaux oligométalliques. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas nécessairement des eaux qui sont chaudes, ce sont des eaux thermales, donc avec un faciès particulier, et surtout ce sont des eaux qui ont démontré leur intérêt thérapeutique, parce qu'on est établissement curatif thermal, et préventif. Absolument, on est établissement thermal que si on a cette eau minérale naturelle
qui a démontré, au travers d'une étude qui a été validée par l'Académie de médecine, qui a démontré donc ses vertus thérapeutiques. Et en plus, c'est pour tous les patients, tout type de patients. Alors c'est tout type de patients, à partir des nourrissons, puisqu'on accueille des curistes à partir de 3 mois, notamment pour le traitement de la dermatite atopique, l'eczéma, jusqu'à des nonagénaires, sachant que l'âge moyen est de 64 ans. D'accord. Et les accompagnants, souvent, accompagnent les curistes et sont obligés d'aller se livrer à des activités touristiques. Ils ne sont pas obligés de rester en cure. D'où l'intérêt d'avoir une offre, une attractivité dans les régions importantes. Oui, ils peuvent profiter également des installations de bien-être. Vous le disiez, 600 000 curistes, Ouais. à peu près 300 000 accompagnants. On a pratiquement 1 million de personnes qui transitent tous les ans par les stations thermales. Dernière question, Claude-Eugène Bouvier. Quel type de maladie on soigne ? Le spectre est très large. Le spectre est très large, ce sont essentiellement les maladies chroniques, les maladies des appareils locomoteurs essentiellement, donc les rhumatismes dégénératifs de type arthrose en particulier, mais également l'arbre pulmonaire, D'accord. les maladies digestives. Et puis, à côté de cela, il y a toutes les maladies dites de civilisation émergentes, liées au stress, à l'anxiété, à la dépression, le burn-out, à la fibromyalgie, aux troubles métaboliques, mais aussi, je tiens à le souligner également, les maladies les troubles post-cancer, ainsi que les Covid longs, puisque ça c'est une innovation pour les patients qui présentent des symptômes persistants liés à la Covid. Eh bien, les cures thermales proposent une offre à base de rééducation. D'accord. Merci beaucoup, Claude-Eugène Bouvier. Je sais que vous avez des choses à faire. Vous allez nous quitter et vous allez laisser la place à Adrien, qui est directeur adjoint de Vichy Destination. On va reparler un petit peu de Jonzac, parce qu'on doit parler de ces écrins de récréatifs qui entourent chaque établissement thermal. À Jonzac, on vient chercher quoi exactement ? Comment vous pouvez qualifier avec 3 adjectifs la destination Jonzac ? Ensoleillé, atlantique et agréable. Voilà, merci beaucoup. Alors, on est au sud de la Charente-Maritime, dans un triangle Bordeaux-La Rochelle-Cognac, c'est ça ? Exactement. Et la particularité de Jonzac, entre autres, c'est que c'est une jeune station thermale depuis 86 seulement. C'est ça. C'est à la fin des années 80, la France manquait d'énergie, mais pas d'idées. Et donc l'idée à Jonzac, elle a été d'aller chercher de l'eau chaude dans le sous-sol. Donc le maire a fait faire des forages qui sont allés chercher cette eau jusqu'à 1800 mètres. Et là, il en est ressorti de l'eau à 60 et quelques degrés. Cette eau a chauffé un système de chauffage urbain local. Et on s'est aperçu en fait qu'au-delà de ses vertus de chaleur, elle avait aussi des vertus thérapeutiques. Donc, elle a subi tout un tas d'analyses par l'Académie de médecine pour, en définitive, être agréée et devenir une eau thermale à proprement parler. Et donc, en effet, en 86, les thermes de Jonzac ont ouvert, d'abord sur de la rhumatologie, puis sur de la phlébologie, et en dernier lieu, sur les voies respiratoires. Alors, quand on est dans cette région très belle, avec la porte atlantique, dans la Charente-Maritime, j'ai noté qu'on pouvait aller, si on aime le sport automobile, aller à la Vaillante Académie. La rando des Culs-Salés, c'est aussi une manifestation amusante. J'ai noté aussi le centre aquatique des Antilles, 400 000 entrées de Jonzac. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 3 offres-là ? Alors la Vaillante Académie, ça se déroule sur un circuit qui s'appelle le circuit de la Genétouse, qui a été conçu par Jean-Pierre Beltoise il y a à peu près une quinzaine d'années. Et donc, on y propose des activités automobiles d'une façon générale. Et la Vaillante Académie, en fait, c'est en particulier la voiture de sport de Michel Vaillant, qui a été reconstituée par des amateurs, mais des férus. Et en fait, pendant 24 heures, grosso modo, on se met dans la peau de Michel Vaillant. Donc, on a la combinaison de Michel Vaillant, sa voiture, rigolo. Et on fait des tours de piste comme dans une bande attention, dessinée. C'est du sérieux, parce qu'il y a 2200 mètres de piste. Ah oui, c'est une vraie piste. Et 600 mètres de ligne droite, donc on a le temps d'appuyer sur le champignon. Oui, je peux vous garantir qu'on a vraiment le temps. Ah, vous l'avez fait, David. Je ne l'ai pas fait avec cette voiture-là, mais avec d'autres, et y compris des voitures électriques, parce que c'est également un endroit où le fils de Jean-Pierre Beltoise, Julien, fabrique aujourd'hui une voiture électrique, une GT, qui va faire grand bruit, si je puis dire, pour une voiture électrique. Et c'est vraiment un très bel endroit où on développe de la technologie autour de l'éco-responsabilité en termes de conduite et des démarches très intéressantes sur le sujet.
Très rapidement, la rando d'écus salés et puis le centre aquatique des Antilles qui sont deux points La rando forts. d'écus salés, ça va être au mois de mai sur le week-end de Pentecôte, où là, on est donc situé sur l'estuaire de la Gironde, qui est le plus grand estuaire d'Europe. Et donc, entre deux ports de cet estuaire, eh bien, par tous les moyens que chacun souhaite, on va randonner. Donc, que ce soit en kayak, en bateau à voile, à cheval, en voiture. Non, en voiture, on va éviter. À pied, à vélo, etc. Ok. Et le centre aquatique? Le centre aquatique des Antilles de Jonzac, c'est d'immenses piscines, puisque ça fait 11 000 mètres carrés. Il y a deux bassins, un bassin bien-être et un bassin qu'on appelle le lagon. C'est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année et ça rouvre justement ce week-end pour ce qui est du lagon. Et donc, on a soit une offre plutôt familiale au niveau du lagon, soit une offre plus bien-être, donc avec des bulles, des jets et tout ce qui s'ensuit. Et pour ceux qui aiment le vélo, le canal des deux mers, à vélo de l'Atlantique à la Méditerranée, c'est aussi chez vous, à Jonzac? Ça passe effectivement par chez nous. On a beaucoup d'itinéraires cyclo. Et comme c'est plutôt plat, c'est des trajets qui sont extrêmement faciles. Et donc, ça a un succès grandissant, oui. Pas mal. Il a bien vendu sa région quand même, non? On est d'accord? Oui, on est d'accord. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. Dans le quart d'heure qui suit, vous saurez tout sur la 3e station thermale de France, Gréoux-les-Bains, 2700 habitants. On vous expliquera comment aller à pied ou en poney de l'avenue des Marronniers aux berges des Gorges du Verdon et découvrir les alentours sublimes de ce petit village provençal enchâssé dans la lavande. Les destinations touristiques et thermales présentes. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et ce soir, nous sommes à Jonzac, à Remiremont-Plombières, à Gréoux-les-Bains, à Vichy pour découvrir le thermalisme français et ces endroits merveilleux qui vont vous donner des idées de vacances pour y aller en couple, en famille, tout seul, même en solo, c'est possible. Et à Gréoux-les-Bains, Alpes de Haute-Provence, à 15 km au sud-est de Manosque, on va faire une petite pause pour parler des Griséliens et des Griséliennes. 2600 habitants, 400 mètres d'altitude, son château des Hospitaliers, Saint-Jean, les grottes de Saint-Sébastien, 3e station thermale, 35 000 curistes par an. Alors là, on va dire bonjour à qui on doit tout ça. C'est à Jean-Frédéric Gontier, entre autres. Oui, bonjour Christophe. C'est lourd quand même comme charge, hein. C'est pas mal. Hein. C'est très lourd, oui, c'est le décor est planté, comme on dit. Hein. Alors qu'est-ce qui vient pourquoi on vient à Gréoux-les-Bains quand on est curiste? Alors quand on est curiste, on vient à Gréoux-les-Bains pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première raison, c'est cette situation un peu privilégiée, puisque nous avons la faiblesse de penser que nous sommes au cœur de la Provence. Mais non. Aux portes des Gorges du Verdon. Tout à l'heure, je parlais d'un écrin de lavande, c'est vrai. Voilà, à quelques encablures des fameux champs de lavande du plateau de Valençol. Donc, je pense que les gens sont attirés par cette belle région qui est la région autour de Gréoux-les-Bains. Et on vient soigner quoi à Gréoux quand on est curiste? Nous sommes spécialisés sur 2 orientations, les rhumatismes et les voies respiratoires. Très bien. ORL. Ouais. Et nous accueillons d'ailleurs beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'asthme durant les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires ou les petites vacances de Pâques ou de la Toussaint. Voilà. Et quand on sort du centre thermal, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Beaucoup de choses. Tout d'abord, un village complètement provençal, comme on les connaît, dans l'imaginaire un petit peu collectif. Et nous avons d'ailleurs la chance... C'est l'image d'Épinal de la Provence. C'est l'image d'Épinal de la Provence, effectivement, avec ce fameux château qui surplombe un petit peu le village, le château dit des Templiers, qui est considéré comme le 3e plus vaste édifice roman dans le sud de la France, après celui de Fréjus et de Salon de Provence. Voilà, donc de l'ordre de Saint-Jean. Hein, mais en fait, les Templiers, ils n'étaient pas vraiment là. Ils n'étaient pas vraiment là, c'est la légende qui le dit. Mais c'est une terre de légende. Mais oui, c'est une terre de légende. C'est une terre de légende, effectivement. Après, on baigne vite fait dans un village typiquement provençal avec ses rues, ses placettes, ses fontaines, ses lavoirs. Le fleurissement aussi, parce que nos touristes, nos curistes bénéficient d'un cadre de vie assez agréable. Vous l'avez dit, petite ville, 2700 habitants, mais grande fréquentation thermale et touristique. Il y a un vrai dépaysement et il y a une vraie terre rurale provençale tout autour. Oui, c'est typique. C'est typique. C'est typique. D'ailleurs, c'est une commune assez atypique en France, puisque les Romains s'installent au 1er siècle. Encore les Romains? Non, mais qu'est-ce qu'on leur doit aux Romains? Les Romains s'installent au 1er siècle autour d'une source d'eau chaude, et très vite, c'est un lieu qui sera dédié à la santé. Une station qui périclite jusque dans les années 1800, et derrière une reprise par un certain monsieur Cadière, Antoine Cadière, qui reprend les termes, qui d'ailleurs est un copain de Jean Giono. Parce que Jean Giono qualifie Gréoux d'oasis romantique du Verdon. Très bien. Voilà, donc, belle citation. Belle citation de Jean Giono. Et puis en 1962, cette station est rachetée par la chaîne thermale du Soleil, qui va la développer jusqu'à devenir ces dernières années la 3e station thermale de France. Alors, les activités à faire à Gréoux-les-Bains quand on sort de la cure? Plein d'activités.
Mes coups de cœur, tout d'abord cette exposition au cœur du village qui fait baigner les personnes entre l'avant et l'après, c'est-à-dire qu'on a une exposition de 60 cartes postales dans un très grand format qui replonge les personnes dans un Gréoux des années 1900, donc ça plaît énormément de retrouver un petit peu ce patrimoine d'antan. Ensuite, à quelques encablures de Gréoux, le lac d'Esparron de Verdon, qui est très connu puisque c'est le premier barrage sur le Verdon, il y en a 5. Et ce barrage a formé le lac d'Esparron de Verdon et on peut y faire toute une série d'activités nautiques. C'est à moins de 10 km de Gréoux. Alors rappelons pour nos auditeurs de Sud Radio qui sont à Brest, à Quimper, à Marseille, que les Gorges du Verdon, c'est le seul canyon français que nous avons majestueux. Oui, même avec, mieux. 700 mètres de dénivelé. Oui, c'est le plus grand canyon d'Europe. Ah bah voilà. Aux portes de Gréoux également. Donc on y fait beaucoup d'activités nautiques sur ce lac. Ouais. Et puis ensuite, on a la cité de Jean Giono, Manosque, qui est juste à quelques encablures de Gréoux, dans l'autre sens, en direction du Luberon. Et là, vous avez toute l'ambiance d'une cité très connue et vantée par ce célèbre écrivain qui est Jean Giono. La barre est haut placée pour Vichy, pour Remiremont, pour Jonzac. Il faut reconnaître que là, on est sur du luxe, on est bien. Oui, on est dans une région très attractive, ensoleillée, avec un facteur climatique très intéressant qui plaît énormément à nos touristes et curistes, comme je le disais. Donc voilà, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui voudraient imaginer un séjour chez nous, au cœur de la Provence, aux portes des Gorges du Verdon. Et pour ceux qui veulent découvrir le patrimoine, le spirituel, il y a ce fameux monastère, le site magnifique, une abbaye bénédictine à 30 km de Sisteron, connu pour son pavement de mosaïque médiévale, unique en France. Oui, unique en France. Alors, ça, c'est beau. C'est un de mes coups de cœur, Christophe. Ah ouais, je dois l'avouer. Ah bah voilà. J'allais vous demander, est-ce que vous avez un coup de cœur? C'est celui-là. Mais c'est un des sites que je préfère dans ma région. Alors racontez-nous, quand on arrive, qu'est-ce qui se passe? Pour vous situer, donc c'est à 25 km au nord de Manosque. Il faut monter. Il faut monter. Donc c'est un édifice religieux qui est situé à 700 mètres d'altitude, et on a une vue sur la vallée de la Durance qui est juste magnifique. D'ailleurs, on voit même les premiers contreforts des Alpes depuis ce monastère. C'est le monastère de Notre-Dame de Ganagobi, un monastère qui a été construit au Xe siècle et qui, comme tous les monastères, a eu finalement son histoire. Et puis, au XIXe siècle, des moines de l'abbaye de Hautecombe, en Haute-Savoie, une abbaye très connue également, décident de quitter Hautecombe pour arriver au monastère de Ganagobi, puisqu'ils ne supportaient pas cette fréquentation touristique là autour du lac du Bourget. Eh oui. Et donc, ces 14 moines se sont installés sur Ganagobi. Et au moment des premiers travaux, suite à des désastres de la Révolution, ils ont découvert des mosaïques qui étaient cachées par les gravats. Et ces mosaïques datent du XIIe siècle, ont été très très vite classées monuments historiques, sont assez exceptionnels. 80 mètres carrés de mosaïques datant du XIIe siècle, avec un édifice roman complètement magnifique, et donc un lieu assez mythique sur notre région, oui, et qui inspire énormément. D'ailleurs, Jean Giono a écrit. Ah, Jean Giono. Et puis, juste en dessous, la petite histoire, juste en dessous du monastère de Ganagobi, on a le lieu où s'est déroulé le fameux crime. Alors, j'ai un trou de mémoire de suite. Je ne le connais pas, ce crime. Le crime de Ganagobi, non? Juste en dessous, le l'Orient crime... Express Non. Ça me reviendra. Bon, ça me reviendra. Ça me reviendra, désolé. Est-ce qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que le patrimoine, ça fait partie de l'appétit des Français pour leur région et l'intérêt qu'ils y cherchent? Oui, David. Oui, absolument. On a. Vous, Vichy, c'est facile. Hein. Ouais, alors on a une histoire à Vichy. On a l'habitude de dire qu'on a 2000 ans d'histoire, donc assez variée, avec du patrimoine qui est assez différencié, on va dire très hétéroclite dans la ville. Vous allez retrouver du patrimoine Belle Époque, Art déco, néo-Art déco, du patrimoine très romain éclectique. Également. Et on avait au début du siècle dernier de riches étrangers qui venaient construire leur villa. D'accord. Donc ce qui fait que vous allez vous balader dans Vichy, et ça c'est une vraie découverte patrimoniale. Vous avez une villa flamande. Vous allez voir des villas vénitiennes dans Vichy, un quartier anglais. Donc finalement, on a un attrait pour le patrimoine et pour l'histoire qui est extrêmement important. Et Vichy, ça saute aux yeux. Je dirais, quand on arrive en Vichy, c'est vrai qu'il y a un effet waouh d'ailleurs sur le lac d'Allier, mais après, tous les chalets Napoléon, tout ça, il y a quand même une architecture qui tape l'œil. Ah bah on espère, mais on pense que c'est clairement un de nos atouts. Oui. Et du coup, pour rejoindre Jean-Frédéric, c'est vrai que les villes thermales, elles permettent d'avoir
avoir un calme, des villes souvent avec des parcs très bien arborés, un patrimoine assez incroyable qui se visite aussi. Et donc ça, c'est notre job aux offices de tourisme, d'ouvrir les portes. C'est le surnom de la ville, la ville-parc. Exactement, c'est une ville-parc, quasiment un tiers de la ville. Et nous, notre job, c'est de faire découvrir ce patrimoine, de l'expliquer avec bien évidemment toutes ces subtilités et des choses que parfois les gens ne voient pas du premier coup d'œil et qui pourraient voir au travers d'une visite guidée par exemple ou d'explications de nos guides ou nos visiteurs. Et dans les Vosges, on vient moins chercher le patrimoine, plutôt la nature. Plutôt la nature, mais pour autant, mais je crois que c'est propre à beaucoup de stations thermales. On a la chance d'avoir une histoire très riche. Très souvent, ça commence au temps des Romains, donc c'est encore. Et on doit beaucoup de choses aussi à Napoléon III, qui a clairement impulsé cette notion de on se soigne en prenant l'air, en prenant les eaux et l'air pur en l'occurrence. Et c'est vrai que dans les Vosges, c'est ce qui nous caractérise. C'est de la moyenne montagne. Notre territoire, pour vous donner un chiffre, c'est quand même 60% de forêt de sapins essentiellement. C'est entre la Finlande et le Québec, un peu les paysages. Un petit peu, parce que derrière, alors évidemment, les points de vue, c'est la ligne bleue des Vosges. C'est ça, voilà. À perte de vue, si vous avez de la chance. Mais complètement, et si vous avez de la chance, par temps clair, vous allez voir les Alpes, la forêt noire. Comme à Gréoux-les-Bains. Mieux. On est mieux. On voit le Mont Blanc. Mais bien sûr. On voit le Mont Blanc aussi à Gréoux. On pourrait. Le Mont Ventoux surtout. Ah, le Mont Ventoux. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais c'est vrai que c'est un peu ce que viennent rechercher les gens. C'est de la moyenne montagne, donc ça veut dire une randonnée accessible à tous. Ça, c'est assez important de le dire. On n'a pas besoin d'être alpiniste pour finalement pouvoir profiter de la montagne et de ce qu'elle nous donne. J'y mets derrière évidemment l'eau qui soigne, mais que l'on retrouve aussi dans les cascades, dans les étangs. Oui, grosse région de cascades et d'étangs dans les Vosges. Oui, magnifique. Très magnifique. Des endroits encore préservés, puisqu'on a un parc naturel, donc ça c'est important de le dire. Du Ballon des Vosges. Du Ballon des Vosges. Le ballon, vous comprenez bien pourquoi. Ah non, je vois pas trop, non, dites-moi. C'est pas tout à fait aussi pointu que dans les Alpes. Et puis pour le coup, on a quand même une richesse patrimoniale assez importante. Je rejoins un peu Vichy dans ses architectures typiques. Alors nous, on doit aussi un petit peu quelque chose à un certain Stanislas, vous savez, le même de la place à Nancy. Bien sûr. Mais évidemment, toute une architecture Napoléon III, parce que quand vous le savez peut-être pas, petite leçon d'histoire, mais allez rapide pour que vous compreniez cet essor des stations. On va en parler tout à l'heure, parce que ça va être à votre tour de développer sur Remiremont-Plombières. Juste une petite question pour Jonzac. L'offre patrimoniale à Jonzac, c'est quoi ? Nous, c'est pas du Napoléon III. Nous, c'est une région qui a été très marquée par l'art roman essentiellement. Oui, c'est ça. Donc la Saintonge a énormément d'églises romanes. Ce qu'on dit de la Saintonge, c'est le micro-pays, c'est la région naturelle et historique. C'est ça. La Haute-Saintonge. Nous, c'est la Haute-Saintonge et on fait partie donc d'un ensemble plus large qui s'appelle la Saintonge. Et les villes, c'est quoi ? De Saintonge, ça va être essentiellement Saintes. Et Jonzac, donc qui est aussi une des cités principale de Saintonge. D'accord, très bien. Restez avec nous, chers amis de Sud Radio. Dans un instant, vous apprendrez que les hôtels à insectes ont été inventés au Val d'Ajol, que le carnaval de Venise se déroule aussi à Remiremont-la-Coquette et qu'une splendide nature composée d'étangs, de cascades, de forêts et du berceau de l'Andouille entoure Plombières-les-Bains, la ville aux 1000 balcons dans les Vosges. Les destinations touristiques et thermales présentent Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous avions promis à nos chers auditeurs et auditrices que nous allions à Remiremont-Plombières. Eh bien, nous y sommes. 14 km entre ces deux villes, le parc naturel du Ballon des Vosges, sud du massif des Vosges, moyenne montagne, de la forêt, du VTT, de la randonnée pédestre, la Bresse, Gérardmer qui sont pas loin, raquettes, non pas chien de traîneau, mais ski de fond. Ski de fond, important. Et Remiremont-Plombières, les plus belles villes des Vosges. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Plombières ? Alors, Plombières... ville idéale. Idéale. C'est une ville qui a une architecture un peu singulière parce qu'elle est en terrasse. C'est ça. Donc c'est assez intéressant. Donc on a comme bien sûr souvent dans les villes beaucoup de parcs et du coup ces jardins-là et ces parcs sont en terrasse. C'est très intéressant et assez atypique. Oui, c'est vrai. À l'œil, c'est curieux. Oui, c'est curieux parce que on a le cœur historique qui est en bas en fait. Et là vous avez, vous l'avez dit, 1000 balcons, presque autant de balcons que d'habitants. On est sûr de ça ? Oui, ah on ouais. les compte. 1000 balcons.
oui. En fer forgé. En fer forgé. Mais c'est lié au savoir-faire hein. Aussi. Vous savez, on est aussi les Vosges, c'est aussi les verreries, c'est toutes ces choses-là. Donc un artisanat d'art et d'exception. Tout à fait, assez important qu'on retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs à Plombières. D'ailleurs, ça c'est une offre touristique intéressante. Les gens aiment bien aller voir ce que font les artisans. Ils ont ce culte de l'excellence. Complètement. Et ce qui est bien, c'est quand ces artistes, parce qu'on peut le dire, laissent finalement leur atelier ouvert. Donc vous promenez à Plombières et puis finalement vous pouvez tomber sur un potier, de la coutellerie, de la verrerie. Donc c'est quand même des choses très intéressantes. C'est des savoir-faire qui se transmettent. Hein. Et puis des choses un peu plus insolites. On a un jardin avec un parc miniature où vous avez tous les monuments du Grand Est qui sont réalisés par un maquettiste artisan d'art. On le sait peu, mais il y a des gens dont c'est vraiment un savoir-faire particulier et singulier. Et à Plombières, vous avez la possibilité de rencontrer tous ces gens-là. Alors moi, ce que j'aime bien à Plombières, quand j'y vais, parce que j'y vais à peu près tous les week-ends, c'est le Val d'Ajol. J'adore rien que le nom. Le Val d'Ajol, je trouve que c'est un endroit qui fait rêver. C'est une petite vallée, en fait, un petit val dans lequel il y a plein de choses. C'est très atypique. Allez au Val d'Ajol, les chers amis de Sud Radio. Oui, c'est un petit coin de paradis c'est vrai, son nom est très sympa. Alors les habitants du Val d'Ajol, c'est les Ajolais. Donc ça aussi, c'est très joli. Et en fait, c'est là où vous avez le poumon, toute cette verdure, tous ces endroits préservés, un peu confidentiels. C'est le départ de randonnée. C'est aussi là où vous avez tous les producteurs, les circuits courts. Vous y découvrirez toutes les salaisons, le fromage du massif, les bleuets, les myrtilles, tarte aux myrtilles. Le miel de sapin. Le miel de sapin. Excellent. On le sait peu. AOC, miel de sapin des Vosges. Ah, c'est vrai. AOC. Un des rares AOC en France. D'accord. Donc c'est important de le dire aussi. En gastronomie, on a quoi à Vichy, Gréoux-les-Bains, Jonzac? Gréoux-les-Bains, nous on a le fameux calisson de la maison Durand II. On trouve aussi beaucoup de produits labellisés AOP, le rosé de Provence, très bien. Le fromage de Banon, l'huile d'olive. Oui, évidemment. Voilà, tous les produits en fait assez emblématiques de la Provence que les gens connaissent bien. Et à Vichy? Alors à Vichy, bien évidemment, nous on a la pastille fabriquée depuis des décennies par la maison Moinet, qui a 2 boutiques en centre-ville. Et on a une friandise qui est assez particulière, qui s'appelle le marocain, où on a une chocolaterie qui là aussi est du début du siècle dernier, qui vous permet de goûter une friandise qui avait été conçue du coup pour le roi du Maroc, qui était en cure à Vichy. Et après, on a aussi d'autres choses qui sont peut-être un peu moins connues. On a notamment la comtesse de Vichy. Ah bah oui, la comtesse, un fromage qui a maintenant un peu plus de 10 ans. Et je vous invite à le goûter puisqu'il a toute sa place maintenant dans les fromages auvergnats. Du lait de vache. Oui, c'est du lait de vache, c'est du lait cru. Et donc du coup, c'est un fromage qui se déguste, qui est coulant. C'est un fromage qui un brie, on va dire, très coulant. Et qui a beaucoup de goût, qui est très agréable en bouche. Et à déguster avec un 5%, qui sont nos voisins. Voilà, avec un petit Puréal, par exemple, de 5%. C'est juste parfait. Et à Jonzac? Eh bien, nous, à Jonzac, on est sur la zone de production de l'eau-de-vie de Cognac et du Pinot des Charentes. Et donc, on a énormément de production et de producteurs autour de ces 2 spécialités. Et d'ailleurs, on peut assister à la fabrication du cognac. On est en plein dedans en ce moment, puisque c'est la pleine période de la distillation. Et la distillation, c'est un moment de magie pure, puisqu'on est face à un alambic qui est un objet très spectaculaire. Et on est dans une atmosphère qui est pleine de parfums. Et les distillateurs expliquent tout l'art de la double distillation charentaise avec des procédés extrêmement fins, des mesures très précises. Et donc, cette distillation, ça se fait pendant l'hiver, ce qui fait qu'on est un vignoble qui est très vivant pendant tout l'hiver. Et les bouilleurs de cru adorent partager ce savoir-faire. Et c'est vraiment un moment à vivre extraordinaire. Est-ce que vous êtes d'accord autour de cette table pour dire que les gens sont en demande d'explications, de guides, de visites guidées, d'apprendre? En fait, on vient faire des vacances aussi pour s'informer. C'est vrai, ça? Bien sûr. Il faut donner un peu de sens à ces vacances. Je crois que c'est de plus en plus vrai. On n'est pas dans le contemplatif, on a envie de participer. Du tout. Il y a aussi cette notion de rencontre. On veut rencontrer les gens, on veut partager avec eux. Ça, c'est un des effets Covid d'ailleurs. On revient vers l'humain. Complètement. On revient vers l'humain. On prend le temps. Alors le temps de vivre, mais le temps de ces rencontres-là. Et puis, il y a aussi cette notion de racines, quelque part. On aime retrouver ses racines. On aime retrouver sa Madeleine de
Proust. Donc c'est des choses, je crois, qui se sont accélérées avec la Covid. Mais c'est vrai que c'est un phénomène finalement très appréciable parce que ça remet tous ces gens-là un petit peu sur le devant de la scène, tous ceux qui ont ces savoir-faire à partager. Oui. Et en complément de ce que dit Déborah, je trouve que ces producteurs, ces artisans ont aussi plaisir à retrouver un public qui finalement les fuyait un peu. Oui, oui. Il y avait une distance avant un petit peu. Et pour certains, ça les a même reboostés dans la dynamique de leur entreprise ou dans leur production, en essayant de développer justement des espaces d'accueil, des boutiques un peu améliorées, de diversifier aussi certaines productions pour répondre à cette clientèle. Donc à la fois, les visiteurs sont satisfaits de retrouver ces producteurs, mais ces producteurs sont aussi complètement reboostés. Et puis d'entamer un dialogue surtout. Et d'entamer un dialogue, finalement, en mettant fi aussi peut-être à ces mauvais intermédiaires qui perturbaient un peu aussi mais qu'on a viré. Voilà. David. Moi, du coup, Adrien, je vais pardon, j'ai dit David. Il n'y a pas de problème, Christophe. Du coup, moi, je dirais que aussi le numérique fait pas tout. Et ça, on le remarque bien sur nos territoires. En l'occurrence, je parle de la destination Vichy. Nous, on propose 17 visites guidées différentes. C'est un carton tous les ans. Voilà, on a des guides qui expliquent, qui prennent le temps de rentrer dans les bâtiments, de visiter, d'expliquer aussi l'histoire de Vichy et de son agglomération, de la montagne bourbonnaise. On a également fait des excursions en minibus, des petits minibus, où là, vous êtes avec votre guide et vous allez en montagne bourbonnaise découvrir les villages, tout compris. Vous allez aussi déguster les produits chez les producteurs. Et voilà, quand je dis le numérique fait pas tout, un bon guide, une bonne rencontre avec un producteur, ça fait la différence. Et après, c'est vrai que quand on a des enfants, les escape games, c'est marrant parce que ça les occupe. Et puis on est un peu dans sa bulle, mais c'est vrai que c'est sympa. Et je pense que chez nous, on a un terrain de jeu, là aussi, avec notre patrimoine. À Vichy, on a lancé l'année dernière un escape game dans l'Opéra de Vichy, qui est un opéra magnifique, dans lequel les plus grands sont venus, de Richard Strauss à Sarah Bernard, qui sont venus à Vichy pour des représentations. Et on a lancé, donc, pendant toutes les vacances, on le met en place pour les visiteurs, un escape game qui s'appelle Le Maître Chanteur, où vous devez retrouver une partition de Verdi dans l'opéra. Donc ça allie, on va dire, le jeu avec le patrimoine et c'est tout simplement un carton. Ça, c'est un peu une tendance pour vous quatre, les escape games. Je crois qu'on en a un peu tous. C'est une vraie tendance. Nous, on en a aussi à Plombières. On va en avoir même un dans un hôtel qui va ouvrir cet été à Remiremont, un hôtel spa qui est dans l'ancienne Banque de France. Et ils ont eu l'intelligence de garder la salle des coffres et il faudra sortir de la salle des coffres. Ah, très bien. Parlez-nous, Déborah, de ce carnaval de Venise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au fin fond des Vosges. Ça fait bientôt 30 ans que ça existe. C'est l'émanation d'un passionné qui allait tout simplement à Venise et qui avait noué des contacts. Et puis qui finalement, autour de lui, a agrégé des gens tout aussi passionnés que lui. Et un jour, ils ont eu l'idée de monter ce carnaval vénitien. De très haute qualité. Très haute qualité, il faut le dire. Avec les costumes comme à Venise. Comme à les Venise, masques, tout la bien. même chose. Combien de costumes? 300-400 Entre 300 et 400, c'est quand même assez considérable. Alors il faut dire que Plombières s'y prête bien. C'est une petite ville qui a gardé un charme un peu bourgeois. On vous a mis une petite musique de carnaval de Venise en attendant. Très bien. Et qui du coup est propice à la déambulation. Donc vous avez ces costumés qui défilent finalement dans la ville pendant 3 jours. Alors ils déambulent et puis il y a un grand défilé, un peu comme à Venise sur la place Saint-Marc. Et chez nous c'est devant l'église où les gens prennent en photo. Mais c'est assez spectaculaire parce que c'est des costumes mais majestueux, avec des plumes évidemment, paillettes, des très beaux tissus. Et les gens viennent de toute la France. Déjà les costumés viennent de toute la France. Du coup ils en profitent aussi pour faire un peu de shopping parce qu'on a un petit marché où les gens peuvent acheter de quoi faire finalement eux-mêmes leur costume. Alors ne nous emballons pas. Si on arrive déjà à faire un masque, c'est déjà pas mal. Vous avez le vôtre, Déborah, non? Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'elle aura lieu cette année, cette manifestation? On espère. Pour l'instant, on croise un peu les doigts. Alors, est-ce que les préfets sont un peu tendus là-dessus? Ils disent un petit peu. Alors que c'est au mois de. Alors c'est fin mars, donc on a bon espoir de se dire que d'ici le 25 mars, on sera un petit peu plus soulagé. On vous le souhaite. Mais je l'espère en tout cas. Oui, parce que des fois, le principe de surprécaution, tombe un peu dans le ridicule. Après, annuler à 2 mois des manifestations alors que tous les compteurs sont plutôt ouverts sur l'épidémie. Surtout que c'est une manifestation extérieure quand même. Il faut le rappeler aussi. Donc finalement, on se dit allez.
Vous avez tous souffert dans le tourisme de cette épidémie et maintenant, il faut vous aider à en sortir. Il faut respirer. C'est l'idée. Respirer. Eh bien justement, on va continuer à respirer. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio, car elle fait partie depuis quelques mois du club très fermé des 11 villes thermales dans le monde inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vichy fait partie des Great Spa of Europe et on vous dit pourquoi dans un instant. Les destinations touristiques et thermales présentent Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Alors on parle d'un musée à ciel ouvert, d'une qualité de vie exceptionnelle. On parle de 26 000 habitants, le Val d'Allier, c'est Vichy. Et qu'est-ce qu'on entend comme musique en ce moment? C'est une musique de film. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est un mambo. C'est un mambo, un film de 59. Alors c'est un petit clin d'œil pour vous. C'est juste le film où pour la première fois, Brigitte Bardot porte une robe. Vichy, ben voilà. 1959, voulez-vous danser avec moi? Et à partir de là, Vichy est devenue ce qu'elle est devenue. Avant, elle n'était pas connue. Et maintenant, grâce à Brigitte Bardot... Alors Brigitte Bardot a contribué au succès du carreau Vichy, mais la ville en fait elle a 2000 ans d'histoire, c'est ce que je disais tout à l'heure. 2000 ans d'histoire, donc qui commence effectivement sur le phénomène romain, du coup tu en as parlé, et qui a été magnifié par Napoléon III. On dit souvent du coup Vichy est une ville qui a été créée, les grosses infrastructures ont été commandées par Napoléon III, qui venait du coup avec l'impératrice Eugénie, du coup à Vichy. Donc vous allez retrouver vraiment un style Second Empire, un style Belle Époque. Je vous disais tout à l'heure, un style art déco et également un gros patrimoine thermal en centre-ville. Énorme, ouais. Et récemment inscrit, et merci de l'avoir dit tout à l'heure, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a 10 petites sœurs en Europe et dans le monde. Alors, donc ça veut dire qu'elle est dans un club, on a upgradé la destination là. Alors je pense qu'on est les représentants aussi du savoir-faire thermal français. Voilà, on fait partie d'un réseau de 11 villes. Donc finalement ça rejaillit sur toutes les autres. Et exactement, l'idée effectivement c'est aussi que ça puisse bénéficier au thermalisme et à l'histoire thermale en France. Donc on a été récompensé et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO avec des très belles villes d'eau en Europe. Je peux citer Baden-Baden, Baden-Weivin, Basse, Spa en Belgique. Donc on a vraiment constitué un réseau. Et finalement, ce qui a été récompensé, c'est le phénomène thermal entre 1700 et 1930, qui a de nombreux attributs. On a parlé tout à l'heure des paysages récréatifs. Voilà, c'est tout simplement quand vous venez à Vichy. Moi, j'ai l'habitude de dire, et c'est ce qu'on dit aussi, on est un petit peu chauvin, que nous, on est finalement des villes ultra-modernes. Pourquoi? Puisque on est des villes qui réunissent tout ce que cherche aujourd'hui une personne, c'est-à-dire le calme, la nature. À Vichy, c'est une ville que vous pouvez aussi faire entièrement à pied ou à vélo sur les pistes cyclables. Qui est ponctué de parcs tous les 10 mètres. Exactement, voilà. Vous pouvez aller dans le parc Napoléon III où il y a plus de 130 essences d'arbres différentes que l'on fait visiter. D'ailleurs, on a une visite dédiée à cela pour découvrir ces essences qui donnent sur le lac d'Allier. Et ça, c'était une riche idée plutôt du siècle dernier, fin des années 50, début des années 60. C'était de créer ce qu'on appelle le lac d'Allier. Qui fait aujourd'hui toute l'identité et la singularité de la ville, je trouve. Exactement. Donc en fait, vous avez un plan d'eau en plein cœur de ville, en plein cœur urbain, entre la ville de Bellerive-sur-Allier, qui est sur la rive gauche, et la ville de Vichy, qui est sur la rive droite. Vous avez des parcs qui entourent ce lac d'Allier. Sur le lac d'Allier, vous pouvez faire du paddle. Je sais qu'Adrien, vous faites du paddle en famille, le dimanche. Exactement, le dimanche. Alors ça, c'est mon petit coup de cœur, mais j'invite toutes les familles. Voilà, moi, je suis papa d'une petite fille, et avec mon épouse, on aime bien le dimanche, 2 ans et demi. Ah, donc vous la mettez sur le paddle? Alors, on lui met un beau gilet, et puis on la met assise sur le paddle, on fait très attention. C'est génial, bien sûr, et on remonte effectivement l'Allier avec le paddle. C'est vraiment de la navigation douce, le paddle. Exactement, c'est très calme, c'est de la navigation douce. Et puis après 1 heure, on va dire, de paddle, vous vous arrêtez au Tahiti, à l'atmosphère, qui sont en amont de l'Allier pour prendre un petit café ou un petit déjeuner. Et ça, je peux vous dire que dans une ville de cette taille-là, c'est royal. Et les touristes apprécient énormément. Et puis si vous êtes un peu plus sportif, vous pouvez aller de l'autre côté, donc sur la rive gauche à Bellerive-sur-Allier, où vous avez un parc sportif où vous pouvez faire quasiment tous les sports olympiques. Alors il paraît que Vichy est une ville sportive. Il y a une grosse offre sportive. Oui, tout à fait. Alors on a un parc des sports qui va être entièrement rénové avec la construction d'une double hable. On a un Krebs du coup à Vichy. On accueille en fait quasiment tous les professeurs de sport sont passés à Vichy pour passer leur diplôme. Et puis on a des infrastructures assez exceptionnelles pour une ville de 25 000 habitants. Je pense à un hippodrome, on a un golf magnifique là aussi au bord d'Allier. Tout à fait, l'hippodrome. On a un sporting tennis aussi qui là du coup a aussi une très belle histoire puisque c'est un des premiers tournois d'Yannick Noah dans les années 70 avec la Coupe Galéa qui va lui aussi être entièrement rénové. Donc finalement en fait vous avez ce lac d'Allier en plein cœur de ville qui vient on va dire être notre poumon d'eau.
Et à contrario, vous avez l'autre poumon qui est vraiment le cœur de ville, le Parc des Sources avec son palais des congrès. Vous avez l'opéra, vous avez bien évidemment le grand établissement thermal. Et tout ça, on essaye de le mettre en musique avec les acteurs touristiques, à l'office de tourisme, avec des visites guidées et des découvertes, des excursions dans ce patrimoine-là. Il est fort, le Adrien. Hein, il a bien vendu. J'espère. C'est un beau produit, c'est plus facile à vendre. Faut reconnaître. Et quand on sort de Vichy, qu'est-ce qu'on voit? On va un petit peu dans les hauteurs? Alors oui, on essaye donc du coup là depuis quelques années. Alors on peut y aller à pied ou en vélo. Donc première chose, c'est que vous avez le Val d'Allier. Donc nous on a notre lac magnifique, et on a donc ce Val d'Allier qui est la dernière rivière d'eau sauvage d'Europe. Où on a alors d'une part des remontées de saumon qui viennent effectivement du nord et qui vont pondre du coup plus bas en Auvergne. Donc ça c'est aussi une particularité à Vichy, tout le monde ne le sait pas. Et vous avez donc le long de cet allié, donc de cette rivière alliée, une voie verte que vous pouvez faire en vélo, 27 km, et vous arrêtez donc un peu plus au nord de notre territoire, au château de Billy, où tous les ans on a un petit festival sur la thématique d'Harry Potter. C'était la première année du coup l'année dernière, on va refaire une édition cette année, et qui a attiré l'année dernière, c'est un phénomène incroyable, du coup la forteresse des sorciers, qui a attiré plus de 6000 visiteurs. Quelles sont les grosses prochaines dates pour Jonzac et Gréoux-les-Bains et Remiremont en termes de manifestations? Remiremont, on en a parlé, Jonzac? Nous, à Jonzac, les prochaines dates, c'est en fait, chaque année, on a un festival qui a lieu au printemps. Et donc, ça va être sur tout le mois de mars, avec différents spectacles qui sont soit au centre des congrès, soit à l'église, soit au petit théâtre. Et donc, c'est musical et théâtral essentiellement. Et Gréoux? Comme partout ailleurs, beaucoup d'événements. Je pense notamment aux Boucles du Verdon, un événement, une cyclo-sportive. Ah, très bien. C'est dur, ça, connaît d'ailleurs bien Richard Virenque, parce qu'il l'a remporté plusieurs fois. Ah oui. C'est donc une cyclo-sportive au départ de Gréoux-les-Bains qui fait découvrir les gorges du Verdon à vélo. Parfum d'Italie. Mais il faut un bon niveau, là. Ouais, un niveau correct. Ah ouais. On peut pas y aller sans s'être entraîné un peu quand même. Oui, c'est ça. Ça monte. Mais on n'est pas obligé de s'appeler Alain Philippe, qui d'ailleurs sera à Manosque dans quelques jours sur le Tour de la Provence. D'accord. Qui passe par Manosque. Parfum d'Italie aussi. Déborah a parlé de carnaval vénitien. Nous, on a un défilé aussi de masques vénitiens durant le mois de mai. Et puis derrière, notre grande fête provençale sur le début du mois de juillet, qui est un événement qui plaît énormément puisqu'il met en valeur cette ambiance et cet art de vivre en Provence. Et ça, en allant sur tous vos sites, on retrouve toutes ces informations. Oui, on retrouve tout mis à jour avec des photos, des descriptions, tout va bien, et des liens pour réserver, des réservations. Et les numéros de téléphone personnels, et les adresses et tout, non? Oui, non, quasi. Mais vous pouvez appeler effectivement les offices de tourisme. On est là pour vous renseigner. Et c'est notre mission. On essaye vraiment de le faire le plus personnalisé, vraiment en fonction de vos envies, de ce que vous avez envie de faire, envie de découvrir sur le territoire, que vous soyez sportif, plutôt en aimant le patrimoine ou curiste, puisqu'on accueille effectivement des curistes sur nos territoires. Et l'idée, c'est qu'on approche le plus vos besoins. Et voilà, et vous avez plein de choses à découvrir dans nos destinations. Et si ce n'est un calendrier toujours mis à jour. C'est-à-dire que la vraie source d'information, on la trouve dans les offices de tourisme. Absolument. Et nous, on remettra vos adresses sur notre page Facebook et sur nos comptes Instagram également. Le carnaval du lac, c'est quoi, Adrien? Alors ça, ce sera une nouveauté. C'est nouveau, ça. Exactement. Alors il faut savoir en fait qu'à Vichy, on a moins, on va dire, d'historique que toi, mais on avait un carnaval il y a plusieurs décennies qui a dû s'arrêter. Et là, la volonté, clairement, nous, c'est de faire profiter aux Vichysois, aux habitants de l'agglomération, mais également aux touristes, du lac d'Allier. Et donc là, on a annoncé très récemment que début septembre, donc sur tout un week-end, nous allons organiser un carnaval du lac avec des chars amphibies, avec un vrai spectacle sur l'eau pour faire découvrir les spécificités de notre agglomération, puisque j'en ai pas parlé, mais on a également un massif de moyenne montagne qui s'appelle la montagne bourbonnaise, avec plein de communes, un vrai savoir-faire autour du bois notamment et des scieries. Oui. Et donc l'idée, c'est de travailler tous ensemble, toute l'agglomération, tous les villages de l'agglomération, pour créer des chars amphibies qui vont défiler, et ça va être un vrai spectacle, une vraie fête populaire à Vichy, début du mois de septembre. Vichy mon amour, c'est quoi? Alors Vichy mon amour, c'est notre fierté personnelle. Hein, c'est la fierté des Vichysois. Ah oui. Vichy mon amour, pour la petite histoire, c'est une marque touristique qu'on a développée avec Vichy Destination il y a maintenant 2 ans. On était dans une période compliquée, c'était le Covid, on savait pas quoi faire. Je pense qu'on s'est tous retrouvés avec mes collègues à réfléchir à ce qu'on allait faire pendant cette saison en 2020. Et nous on a dit voilà, on va sortir notre marque Vichy mon amour parce que c'est une ville qui vous veut du bien, c'est une ville qui veut vous accueillir dans de bonnes conditions sanitaires, en respectant effectivement les grands airs, les grands espaces, pour que vous soyez libérés, que vous puissiez profiter de vos vacances. Et la marque Vichy mon amour, c'est un carreau revisité, c'est un petit cœur. Moi, je vous invite à aller regarder sur notre site. C'est aussi des produits dérivés, c'est une marque. Et je peux vous dire que voilà, les Vichysois
grâce à l'UNESCO, mais grâce à cette marque aussi, sont très fiers de leur destination. Et généralement, ce qui frappe aussi, c'est que quand on vient à Vichy, voilà, on voit du carreau revisité partout. Et c'est ce qui fait aujourd'hui aussi l'adhésion des prestataires touristiques de tout un territoire derrière cette marque et derrière cet emblème Vichy Mon Amour. Oui. Et à Remiremont-Plombières aussi, on vient chercher aussi la gastronomie, l'andouille. Ah oui, l'andouille, quand même, ça fête. Hein. Oui. On fait une fête de l'andouille. Oui, il y a une fête assez importante. Donc c'est le mois prochain. C'est le mois prochain et c'est aussi le rendez-vous de beaucoup de confréries de France qui viennent. Donc un vrai rendez-vous gastronomique. C'est presque 50 000 personnes sur les 2 jours. Alors malheureusement, cette année, on n'aura pas le défilé. Non. Voilà. Mais c'est définitif, on est sûr ? On est sûr que le défilé du dimanche n'aura pas lieu, ce qui est dommage. Mais en tout cas, tout le marché des producteurs aura bien lieu, ce qui est déjà pas mal. Et je crois que ce qui est important, c'est de renouer. Et ça, c'est, je crois, l'essentiel. Même si c'est pas de la même manière, en tout cas, il y aura toujours le plaisir de se retrouver, le plaisir de déguster, le plaisir d'échanger. Ça reste un moment de convivialité, de rencontre, et ça, c'est très important, je crois. Et les gens ont de l'appétit, non seulement pour leur terroir, leur région, mais aussi pour les gens et tous les acteurs de terrain que vous êtes, et qui sont représentés par les gens des offices de tourisme, qu'il faut aller voir, à qui il faut demander, il faut poser des questions. Il ne faut pas hésiter. Chez nous, vous aurez les bons plans, on vous donnera nos coups de cœur, nos conseils. Les gens aiment bien ça, aussi avoir le petit côté visite privée que tout le monde n'a pas. C'est exactement ça. Et ça, vous êtes conscient de ça tous. C'est vraiment cette notion de service, mais au sens noble du terme. On est là vraiment... Qui est revenu au cœur de la préoccupation des offices de tourisme. On est là pour vous donner le meilleur et pour vous faire aimer nos régions, finalement, parce que ce qui, je crois, nous rassemble tous, c'est notre passion et notre goût de notre territoire. Et le cadeau qu'on fait aux visiteurs, c'est de leur donner ce goût-là. Et en tout cas, on s'efforce de le faire. Donc, il faut vraiment venir nous voir. Il faut nous contacter. Maintenant, on est sur les réseaux sociaux. Vous êtes partout. On est partout. Donc, il y a tout pour. On a 30 secondes, je crois, pour saluer nos camarades, enfin vos camarades qui vous écoutent en ce moment, d'autres offices de tourisme. Alors, on va commencer par vous. Oui, moi, je salue Pierre à Ballaruc-les-Bains. Très bien. Et Tanto. Et puis également Sébastien, mon collègue de Digne-les-Bains, juste au nord de Gréoux-les-Bains. Adrien ? Moi, je vais saluer aussi mes voisins à Châtel-Guyon, très belle station thermale, et légalement du coup au port de la Faille de Limagne, donc du coup aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, c'est Cédric qui est le directeur de l'office qui, je pense, se fera un plaisir de vous accueillir. Et David ? Eh bien, moi, j'ai une pensée particulière pour les Pyrénées et le Piémont pyrénéen, en passant par Dax, au cœur de la forêt des Landes, porte du Pays Basque, et les stations pyrénéennes où en ce moment on peut allier et les bonheurs de la neige et les bonheurs de l'eau thermale, et en particulier Aix-les-Thermes et Barège-la-Mongie. Et Déborah ? Un petit coup de cœur pour les stations vosgiennes, évidemment, Vittel, Contrexeville, mais aussi celle de montagne. Et mon petit coup de cœur, c'est pour Saint-Gervais, où je garde d'excellents souvenirs. Donc voilà mon petit coup de cœur. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Chers auditeurs de Sud Radio, n'hésitez pas à aller découvrir nos belles régions de France, à pousser les portes de vos offices de tourisme. Ce sont des professionnels et leurs conseils sont toujours avisés. La suite du programme, c'est avec Saroul, Laurence Perrault et Pierre Chastenay. À bientôt, bonsoir, à bientôt, salut. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec les destinations touristiques et thermales.